Nous arriverons maintenant à l'article 17 bis. Monsieur Poisson, Monsieur Houillon non plus, Madame Louwagie non plus, Monsieur Lurton non plus. Amendement de suppression, le 411, Monsieur Houillon. Oui, Madame la Présidente, il s'agit effectivement d'un amendement de suppression, puisque la commission spéciale a adopté un amendement visant à étendre la réforme aux avocats au Conseil, c'est-à-dire aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Première observation, c'est que nous contestons la réalité de la concertation que vous avez menée avec les autres professions, Monsieur le Ministre. Elles le disent toutes, mais là, pour le coup, nous allons probablement tomber d'accord sur le fait qu'il y a eu zéro concertation avec les avocats au Conseil. Donc, je ne vois pas pourquoi cette profession serait particulièrement maltraitée par rapport aux autres. Il n'y a pas eu de concertation du tout, premièrement. Pour la même raison, vous n'avez pas reçu d'avis du Conseil d'État puisque vous n'avez pas sollicité le Conseil d'État, puisque cette profession, n'était pas incluse dans le projet. Ensuite, sur le fond, donc il y a déjà ces deux raisons de forme qui me paraissent substantielles. Sur le fond, je vous ai, je crois, déjà dit ça lors des débats devant la commission spéciale. Il se trouve que j'assistais à la rentrée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. Et le premier président de la Cour de cassation a fait un propos de rentrée, ce qui est bien normal, au cours duquel il a dit notamment que l'objectif pour les hautes juridictions, c'est-à-dire la Cour de cassation pour ce qui le concernait, mais également le Conseil d'État, était de réduire le nombre de saisines. Par conséquent, la matière qui va être traitée par ces hautes juridictions, Cour de cassation et Conseil d'État, je me répète, dans les années qui viennent, va se réduire. Il y aura donc, pour parler de manière plus triviale, il y aura donc moins de travail. Donc ce n'est pas au moment où il va y avoir moins de travail qu'il faut étendre le nombre de professionnels, d'une part. D'autre part, je veux bien que nous soyons ici tous beaucoup plus malins que tout le monde, en tout cas c'est ce que j'entends dans les réponses qui sont faites par les représentants de la majorité. Mais enfin, nous avons des déclarations unanimes sur la spécialisation d'un barreau près les hautes juridictions. Nous avons entendu M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation. Je viens d'évoquer le propos du premier président de cette même juridiction. Nous avons des échos identiques de la part du vice-président du Conseil d'État. Et par conséquent, c'est une profession particulièrement spécialisée. Il n'y a évidemment aucune étude d'impact non plus. Il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas d'avis du Conseil d'État, il n'y a pas non plus d'étude d'impact du tout. Oui, mais là, je n'en fais pas grief au gouvernement, puisque le gouvernement n'avait pas inclus cette profession dans son projet. Donc il était normal qu'il n'y ait pas tous ces avis que je viens de dire. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un barreau spécialisé et il n'est pas question, me semble-t-il, d'ouvrir cette profession de manière anarchique comme le propose l'amendement. Et puis par ailleurs, là encore, il y a une réforme récente, puisque, vous le savez, certes, il y a 60 offices, mais un texte récent, alors je n'ai plus la date exacte en tête, je n'ai pas de document avec moi, mais un texte récent vient de permettre d'aller jusqu'à 240 professionnels. Ils sont actuellement 101 ou 111, je ne sais plus, l'un des deux chiffres, c'est 111, merci. Donc c'est 111, 110 si vous voulez. Bon, ils sont actuellement 110 et le texte récent propose ou permet d'aller jusqu'à 240, c'est-à-dire de plus que doubler le montant de ces professionnels, enfin le nombre, pardon, de ces professionnels. Par conséquent, il n'y a vraiment pas de nécessité d'une quelconque réforme. C'est une stigmatisation, ou bien on a profité de ce texte en disant bah tiens, pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas non plus en même temps les avocats au Conseil. Bon, il n'y a vraiment aucune nécessité et tout le monde s'accorde à le dire. Donc, Monsieur le Ministre, écoutez ces grands professionnels que sont les chefs des plus hautes juridictions de France et qui viennent de manière unanime
dire que ce qui est actuellement décidé avec cette augmentation possible est largement suffisant. Et puis il y a un deuxième point. Vous vous souvenez que j'avais abordé cette question devant la commission spéciale, puisqu'il y a un titre 2, enfin il y a une partie de ce texte, peu importe la référence, qui parle de l'indemnisation. Et là, comme on va très vite en besogne, vous avez, enfin c'est un amendement des rapporteurs, ce n'est pas le gouvernement, dupliquer le système d'indemnisation pour les autres professions, ce qui est totalement inepte. C'est totalement inepte puisque vous avez, Monsieur le ministre, vous avez dit, ou prétendu dans ce texte, qu'on allait faire comme pour les huissiers, comme pour les notaires, et c'est une ineptie totale parce qu'il y a une zone géographique qui est Paris. Il y a une juridiction qui est la Cour de cassation et une juridiction qui est le Conseil d'État. Il n'y a pas de maillage territorial. Donc, le professionnel qui va s'installer, si on considère que cette installation cause un préjudice, ce préjudice, il est causé à tout le monde, c'est-à-dire à l'ensemble des autres études. Vous ne pouvez pas quantifier quel professionnel en particulier va avoir un préjudice. Ce sont tous les professionnels en même temps qui vont subir un préjudice du fait d'une seule installation. Et je me permets de faire appel à votre mémoire. Lorsque j'avais plus longuement et plus techniquement développé ceci lors de la commission spéciale, beaucoup de nos collègues de la majorité ont déclaré que j'avais raison. Et ce n'est pas parce que ça me faisait plaisir, c'est juste parce que j'ai raison. Parce qu'on ne peut pas dupliquer le système. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, je dis que j'ai raison sur ce point. Enfin, c'est pas j'ai raison, il se trouve que c'est moi qui ai indiqué cela, mais c'est le bon sens. Vous ne pouvez pas, sur un lieu unique, avec une unité de professionnels, appliquer le système que vous appliquez sur un maillage territorial avec une multiplicité de professionnels et une multiplicité de créations qui ne vont toucher que les professionnels locaux. Donc le système d'indemnisation n'est pas pertinent. Je ne sais pas ce que dira le gouvernement sur les avocats au Conseil, puisque ce n'est pas son texte, mais si par hasard vous deviez aller plus loin, vraiment, c'est à réécrire complètement, parce que ça ne tient compte d'aucune réalité, et par ailleurs, ça n'est pas applicable, techniquement, notamment s'agissant de l'indemnisation. Merci, Monsieur Houillon. L'amendement 1020 n'est pas défendu. Le 1877 n'est pas non plus défendu. Nous arrivons donc à l'amendement 2236. Monsieur Fromentin, il est défendu. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur cette série d'amendements, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre. Déjà, on a une Bible maintenant, vous le savez, c'est la mission que nous avons menée avant. Nous y reportons régulièrement. Alors là, cette fois, je vais m'y reporter et je vais effectivement vous dire que nous avons eu une concertation équivalente pour les avocats au Conseil, au même titre que pour les autres avocats, et moi je ne fais pas de différence. Nous avons reçu M. Gilles Touvenin, qui était alors président. Nous avons reçu Mme Hélène Farge, qui était alors présidente désignée, qui est désormais présidente, et que nous avons reçue à nouveau le 7 janvier. Nous avons reçu l'avocate au Conseil, Mme Claire Vexliard. Nous avons reçu également les professionnels, les salariés des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et bien sûr, nous avons reçu M. Sauvé et M. Stirn. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation sur cette question. Et tout au long des interrogations que nous avons pu avoir avec des avocats, nous nous sommes interrogés sur cette question, parce que cette question, eh bien, elle se pose au même titre qu'elle se pose pour les notaires. Il n'y a pas de raison d'évacuer cette question et puis de se poser la question pour les notaires ou les huissiers et pas pour les avocats au Conseil. Alors, moi, je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses à ce sujet. Alors, les avocats au Conseil d'État et Cour de cassation, ils sont 110 et ils sont officiers ministériels. C'est-à-dire qu'ils ont des charges et ils ont un droit de présentation, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre leur clientèle et que l'on ne peut s'installer que si on achète la clientèle de ces avocats au Conseil.
Il faut dire que c'est une survivance de la Restauration, que c'est toujours une ordonnance de 1817 qui est en vigueur, et ils ont cette particularité d'avoir un statut à la fois d'officier ministériel, mais également d'avocat. C'est-à-dire qu'ils ont un monopole, mais contrairement aux professions réglementées avec monopole, ils sont sans tarif. Et puis, ils ont désormais la possibilité, au-delà du Conseil d'État et de la Cour de cassation, de pouvoir plaider devant les juridictions administratives. Donc, ils sortent de leur monopole, ils deviennent avocats devant les juridictions administratives, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel. Ils sont avocats avec une liberté tarifaire, mais ils n'ont pas de concurrence puisqu'ils sont en situation de monopole et ils viennent sur les terres des avocats qui, eux, sont en situation de concurrence. Donc je pense que ce dispositif-là, sans stigmatisation, mérite quand même d'être posé. J'ai bien le sentiment qu'en posant cette question, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais ça ne me gêne pas d'être dans cette situation. Alors, je voudrais dire aussi autre chose. C'est qu'il ne s'agit pas de remettre en question la qualité et la compétence de ces avocats au Conseil. Ils ont effectivement une connaissance des procédures complexes, mais pourquoi sont-elles complexes ? Une connaissance des procédures devant le Conseil d'État et la Cour de cassation qui fait qu'effectivement, nous devons considérer que cette spécialisation est utile pour une bonne administration de la justice et il est important de conserver, à mon sens, un barreau spécialisé qui a cette compétence au regard des juridictions suprêmes. Cette qualification particulière justifie, me semble-t-il, le barreau spécialisé auquel ils appartiennent. Mais je voudrais signaler quand même une chose, c'est que les officiers ministériels que sont les avocats au Conseil, comme les autres officiers publics ministériels dont on a dénoncé les faits les dérives malthusianistes, eh bien, font qu'il y avait 60 charges en 1817, il y en avait 60 encore au XXe siècle, alors que nous sommes passés maintenant à 40 000 pourvois, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'actes qui a explosé et que nous avons toujours quasiment le même nombre d'avocats au Conseil ou à la Cour de cassation. Alors, comment font-ils ? Parce que c'est quand même mystérieux, avoir autant d'actes à traiter et être toujours 108 avocats au Conseil. Eh bien, en fait, on a un dispositif qui est tout à fait intéressant, qui est de faire appel à des petites mains qui sont les universitaires ou les avocats à la Cour et qui, bien évidemment, apportent leur technicité sur des dossiers extrêmement complexes. Et nous avons donc là un travail collaboratif qui se réalise. Mais vous avez donc dans certains cabinets 2 avocats associés, avocats au Conseil, et une vingtaine de collaborateurs qui sont en quelque sorte des tâcherons qui font des mémoires techniques de très haut niveau, aux côtés effectivement de pourvois appelant la mise en œuvre de procédures extrêmement complexes. Alors moi, à mon sens, et cet avis a été partagé par l'ensemble de la Commission et par le rapporteur général, implique une évolution utile. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'attendre et de constater les dérives du malthusianisme qui se traduit inexorablement par un renchérissement des charges, un renchérissement des charges tout à fait préoccupant et une fermeture, si vous voulez, à la jeunesse et à l'entre-soi. Donc, nous proposons, au même titre finalement que d'autres officiers qui, eux, sont officiers publics ministériels, nous proposons une libéralisation contrôlée. Une libéralisation contrôlée, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence, non pas pour une carte, mais au regard du dynamisme de ces professions, au regard du chiffre d'affaires, au regard du nombre d'actes, constate qu'effectivement, au même titre que pour un notaire, il faut une création d'office ou une association, eh bien constate au même titre, parce qu'il n'y a pas de raison de faire des différences comme cela entre les professions, eh bien constate au même titre qu'il y a besoin d'un office supplémentaire, parce que ça pourra permettre
une saine concurrence de s'exercer et peut-être de faire baisser des tarifs. Je vous précise qu'il n'y a pas de tarifs réglementés chez les avocats au Conseil. Voilà, donc ce dispositif me paraît tout à fait intéressant et novateur. C'est vrai que c'est un monde auquel on ne touche pas. Nous en avons bien conscience. Nous avons vu effectivement que l'Inspection générale des finances n'avait pas évoqué cette question. Mais nous avons considéré, nous, parlementaires, qu'il était important, au moment où on se posait la question des avocats, de la postulation, des avocats en entreprise, qu'il fallait aussi se poser la question des avocats au Conseil. Voilà, donc c'est pour ça que je mettrai un avis défavorable aux amendements de suppression. Merci, Monsieur le ministre. Même avis. Alors j'ai plusieurs demandes de parole. Monsieur Cherki. Je vais intervenir pour venir au soutien modéré, mais au soutien de ce que vient de dire notre rapporteur spécial et dire pourquoi il ne faut pas supprimer ce petit pas en avant. Bon. Cette profession d'avocat au Conseil, avocat à la Cour, concerne un nombre très restreint de personnes. Nous sommes donc dans un oligopole avec des revenus assez conséquents. Moyen, 700 000 euros par an. Je rappelle que le revenu moyen de l'avocat est de 39 000 euros par an. Et les notaires qui gagnent beaucoup moins ont fait l'objet d'une attention beaucoup plus soutenue de la part du gouvernement que les avocats au Conseil ou à la Cour de cassation qui sont dans une proximité telle avec un certain nombre de conseillers d'État ou avec un certain nombre d'énarques, ce qui ne m'étonne pas que l'Inspection générale des finances ait jeté un voile pudique sur une des rares conclusions intéressantes du rapport Attali, pour qu'ils échappent au tir nourri qui devait normalement accompagner cette réforme. Et je vois qu'elle n'a pas échappé à la sagacité des rapporteurs et de la commission spéciale, et je m'en réjouis. Ceci dit, Madame la rapporteure, je voudrais faire quelques petites nuances par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites, au nom du fait qu'on reste dans un oligopole, mais qu'on l'élargisse, parce que ce que vous proposez en libéralisation contrôlée, c'est on ne touche pas à la spécificité du statut des avocats à la Cour au Conseil, mais on permet qu'il y en ait plus. Bon. Et vous avancez deux arguments. Premier argument, vous dites, oui, mais voyez-vous, ils ont une connaissance technique très particulière. Bon, de quoi? De la procédure devant la Cour et le Conseil. Bon, mais ça s'apprend dans toutes les facultés de droit. Hein. La connaissance de la technicité de la procédure devant la Cour d'appel était le monopole des avoués, et ils étaient très utiles dans les mises en état. Ça n'a pas empêché à un moment donné de supprimer la profession d'avoué et de la fondre avec la profession d'avocat. Donc, de ce point de vue-là, cet argument est tout à fait réversible. On pourrait très bien considérer que l'argument de la connaissance et de la technicité de la procédure n'est pas suffisant pour qu'on maintienne ce monopole, cet oligopole. Deuxième élément, et vous dites, et ça m'interpelle aussi, vous dites aussi, mais ils sont officiers publics ministériels. Bon. Mais attendez, il y a une vraie différence avec les notaires. Les notaires collectent l'impôt, en partie. Ils ne le font pas, les avocats à la Cour au Conseil. Les notaires dressent des actes authentiques. Et d'ailleurs, le monopole des actes authentiques est une des spécificités du notariat. Les avocats à la Cour au Conseil ne le font pas. Les mémoires sont des constructions intellectuelles intéressantes, peuvent contribuer à amener la Cour à suivre les conclusions des avocats à la Cour au Conseil, mais n'ont pas de valeur d'acte authentique. Bon. Et enfin, les tarifs ne sont pas réglementés. Donc tout ce qui plaide pour la spécificité du maintien de la profession de notaire ne le milite pas pour avocat à la Cour au Conseil. Moi, j'avais proposé, et je regrette, je le dis ici, que mon amendement n'ait pas été suivi des faits, qu'on fasse une libéralisation beaucoup plus importante. Bon. Et qu'on permette, à partir du moment où les avocats à la Cour et au Conseil sont sortis de leur lit naturel pour aller braconner sur les terres de 100 000 avocats, en allant même pouvoir plaider devant l'ensemble des juridictions administratives, qu'on permette aux avocats de le faire. Et si vous voulez une condition de technicité, à ce moment-là, créons une spécialisation comme ça existe, qui est haute juridiction, pour pas que les 60 000 avocats se mettent à plaider, mais que pour celles et ceux qui souhaitent le faire, puissent le faire, comme vous avez des spécialisations en propriété industrielle, qui fait que n'importe quel avocat ne va pas se mettre à faire du droit des brevets, qui est assez spécifique, mais que vous avez des avocats qui puissent le faire, etc. Bon, ça n'a pas été retenu. Enfin, dernier élément, quelle est la raison pour laquelle, fondamentalement, on n'ouvre pas l'accès à la profession d'avocat au Conseil ou à la Cour à l'ensemble des avocats? L'indemnisation. Il faut le dire. Le risque en indemnisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse un monopole public qui date de 1814, qui date des temps peu glorieux de la Restauration, et que nous, Assemblée républicaine, nous sommes là pour conserver les vestiges de la monarchie, les moins égalitaires qu'ils soient, bon, on ne le fait pas pour des basses raisons de finances publiques.
pour des basses raisons de finances publiques. Parce que si on cassait l'oligopole, eh ben, il faudrait à un moment donné, le monopole qui est, mais l'oligopole dans le petit nombre de personnes, il faudrait indemniser ces personnes qui ont acheté fort cher leurs charges. Bon. Et qui ne manqueraient pas de faire valoir leur position, soit devant le Conseil constitutionnel, soit devant la Cour de cassation, soit devant le Conseil d'État. Bon. Alors moi, je regrette, je le dis ici très franchement, qu'on n'ait pas le même élan en direction des avocats à la Cour au Conseil qu'on a pu l'avoir en direction des notaires. Bon, voilà. Donc moi, mais ceci dit, et j'en terminerai, ce sera mon propos, puisque j'avais commencé par dire que je soutiendrai les propositions du rapporteur, mieux vaut un petit quelque chose que rien du tout. Et donc, par rapport à mon amendement qui était une avancée substantielle, à défaut de grive, on se contentera de merle, et je soutiendrai les propositions des rapporteurs qui ont quand même le mérite, pour la première fois, d'ouvrir une brèche dans ce qui est un des sanctuaires, pas toujours très glorieux, non pas par rapport à la qualité intellectuelle des productions, mais par rapport à son fonctionnement de notre système judiciaire. Donc moi, je vous invite, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, il m'est arrivé d'être d'accord avec vous, mais là, mes chers collègues, créons les conditions de faire ce petit pas en avant, et supprimer cela, ce serait vraiment défendre, de mon point de vue, une mauvaise cause. Merci, Monsieur Dolez. Oui, Madame la Présidente. Sur ce sujet, je voulais commencer par dire que, à mon sens, l'enjeu de la discussion, ça n'est pas la remise en cause ou la défense d'intérêts corporatistes. Que l'enjeu de la discussion, et il est important, c'est la qualité du service public de la justice à hauteur des cours suprêmes et son égal accès et effectif pour tous les justiciables souffrant d'un jugement qui ne serait pas conforme à la règle de droit. Et de ce point de vue, tous ceux que nous avons auditionnés ont souligné la qualité de ce service et que bien des organisations syndicales et bien des associations de défense des droits de l'étranger pourraient en témoigner. Est-ce à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'évolution ? Bien sûr que non. Mais la rédaction de l'article 17 bis, telle qu'elle s'établit, me rend perplexe sur au moins 2 points. Premier point, perplexe devant la méthode qui consiste en quelque sorte à plaquer le système retenu pour les notaires, alors que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation n'ont ni tarif, ni secteur réservé, mais une compétence nationale. Et puis le deuxième point, plus fondamental encore, qui ne vous étonnera pas parce que je l'ai développé sur les articles précédents, c'est le rôle majeur qui est confié à l'autorité de la concurrence. De quelles compétences dispose l'autorité de la concurrence pour apprécier l'évolution du contentieux, pour apprécier les besoins des justiciables et des juridictions, pour apprécier l'aptitude, l'honorabilité, l'expérience et l'assurance permettant d'accéder à cette profession. Et c'est donc, je crois, là que le bas baisse le plus. Alors, qu'il y ait la nécessité d'une réforme, pourquoi pas, d'une évolution, pourquoi pas, d'une évolution qui soit concertée, parce que c'est vrai que la profession a été auditionnée, elle n'a pas été concertée sur le dispositif proposé, une réforme et une évolution conduite par la garde des Sceaux, puisque c'est bien évidemment sous son égide que cela devrait se faire. Et puis, je rappelle, mais cela a été dit tout à l'heure, et ça figure d'ailleurs dans le rapport de la mission et dans la proposition de Madame la rapporteure, je crois que c'est la proposition numéro 2, il est vrai que le décret du 5 juin 2013 permet d'ores et déjà de doubler le nombre d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. C'est la raison. Pardon ? Non, mais
ça permet de le faire. Vous n'y faites pas référence à l'article 17 bis et vous nous amenez là-dedans le rôle de l'autorité de la concurrence. Et pour ce qui nous concerne, nous contestons sur tous les articles de ce projet de loi le rôle que vous voulez donner à l'autorité de la concurrence. Alors je me répète, 1, c'est un débat important. 2, nous ne sommes pas opposés à une évolution et à une réforme. 3, pas à cette réforme-là, parce que nous ne voulons pas qu'elle soit sous l'égide de l'autorité de la concurrence. Merci, Monsieur Delez. La parole est à Monsieur Poisson. Merci, Madame la Présidente. 2 brèves remarques. La première pour dire que ça arrive parfois sur ces échanges, cher collègue Marc Delez, mon argumentation sur l'autorité de la concurrence rejoint parfaitement la vôtre et nous avons adopté une ligne d'argument qui est d'ailleurs identique depuis le début de ce texte. On ne voit pas à quel titre une autorité de cette nature aurait quoi que ce soit à dire sur un sujet pareil en la circonstance. Et donc, comme d'habitude, nous récusons cette pratique et cette perspective. Deuxièmement, sur les modalités de la sollicitation de la profession, il y a quand même 2 ou 3 sujets. Alors, je suis étonné du chiffre qu'a donné Pascal Cherki tout à l'heure parce qu'il a de mémoire été récusé par la profession elle-même. 700 000 euros de moyenne. Oui, enfin, je serais très étonné. Hein. Je serais très étonné. Ça va être par mois, non, sans doute, ou peut-être par semaine. De moyenne. Non. Enfin, je crois qu'il faut, quand on est dans cet hémicycle, même le rapporteur, faut faire attention parce que, enfin, si on parle du revenu, mais si on parle du revenu moyen, on parle du revenu moyen. C'est ce qu'a dit M. Cherki tout à l'heure. Il a comparé le revenu moyen d'un avocat du métier, 39 000 euros par an, le compte-rendu fera foi, en comparant le revenu moyen d'un avocat à la Cour. Voilà, bien. Donc, faisons attention aux chiffres qu'on manipule, parce que ça me paraît tout ça assez éloigné de la réalité. Dernier point, Monsieur le Ministre, sauf à ce que vous ayez l'intention de laisser passer cet article ici à l'Assemblée pour mieux le laisser torpiller au Sénat, ce qu'on peut toujours imaginer, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, les motifs pour lesquels vous êtes défavorable aussi à ces amendements et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas favorable à cet article-là, ça revient au même, et nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles vous soutenez la position de Madame le rapporteur sur ce point. Merci, Monsieur Le Bouillonnec. Oh, pardon, Monsieur le rapporteur, vous voulez parler tout de suite ou je donne d'abord Monsieur Le Bouillonnec, merci. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je me félicite du débat que nous avons ici, qui est posé à la lumière peut-être de l'élévation dans laquelle on se situe chaque fois qu'on va visiter les questions qui touchent à la Cour de cassation et au Conseil d'État. C'est peut-être parce que c'est trop élevé que depuis 150 ans, personne n'a osé faire un tout petit pas dans le sens d'une visite de cette réalité. On est avec une parcimonie dans le questionnement, on est dans une précaution attentive à l'égard de tous ceux qu'on auditionne quand on les rencontre, le procureur général, le président de la Cour de casse, le vice-président du Conseil d'État, ces gens que nous côtoyons, avec qui nous avons un grand plaisir à travailler, à construire la loi, parce qu'ils sont au quotidien du travail, notamment de la Commission des lois. Donc, ça nous élève tous. Donc, moi, je m'en réjouis. Mais moi, je voudrais remercier Cécile Untermaier, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage de poser ça au moment où nous visitions ces questions au cours de la mission. Et c'est elle qui l'a posé la première. Et il fallait sans nul doute que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du sérail. Je le dis, Cécile, très sincèrement. Et ça a été d'un courage extraordinaire, au point que ce qui paraissait inaccessible à beaucoup d'entre nous, intellectuellement, professionnellement, dans toute l'histoire qui a été la nôtre, sur ces sujets, j'ai trouvé qu'il fallait accompagner cette démarche. Et je pense que le seul fait d'avoir posé le débat, et quel que soit le sort qui soit réservé au Sénat, parce qu'ici, j'espère qu'on va voter ce dispositif, on aura franchi une étape qu'il fallait franchir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi, je ne voudrais pas que l'on soit enfermé, Philippe Houillon l'a dit, avec la compétence qui est la sienne, en relevant les propos du procureur général d'ailleurs et du vice-président du Conseil d'État, qui caressent l'espoir de réduire le nombre de saisines de la Cour de cassation et du Conseil d'État, en disant notamment, et en comparant notamment avec la situation des hautes juridictions d'un certain nombre de pays. Les États-Unis, on parle tout de suite de la Cour suprême, ou en Allemagne, on parle tout de suite de la Cour de Karlsruhe. Mais ça n'est pas la même chose.
Et on compare des choses qui ne sont pas comparables. La seule chose que l'on constate, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de saisines du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, et ce ne sont pas les QPC qui ont réduit l'ampleur de la tâche, et que, personnellement, ça ne me choque pas. Pourquoi faut-il s'offusquer à ce que nos concitoyens justiciables viennent chercher devant les hautes juridictions, au-delà du processus de saisine constitutionnelle dans le cadre des QPC que nous avons adoptés, viennent chercher la régulation qu'assurent les deux juridictions, les deux très hautes juridictions, dans les domaines du droit, qu'il soit juridictionnel ou administratif. Donc moi, je ne suis pas choqué de ça. Pourquoi faut-il à tout prix que, y compris, je le redis, je l'ai déjà dit au vice-président, je le redirai, je l'ai dit au chef des juridictions, pourquoi faut-il à tout prix vouloir réduire cette possibilité? Qu'on aménage les choses, qu'on fasse qu'aujourd'hui, on n'ait pas 30, 32 mois avant d'avoir une décision de la Cour de cassation, ça c'est du boulot pour les justiciables. Et c'est cette réponse qu'il faut faire. Qu'on regarde le problème des coûts qui se posent, qui ne peut pas ne pas être considéré comme inacceptable. Vous savez, le coût des recours, l'examen de la possibilité de saisir, puis ensuite ça. Mais quand je dis ça, je ne critique pas les avocats au Conseil, parce que c'est cette réalité dans laquelle d'ailleurs ils se sont arrêtés. Donc pour moi, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et je trouve qu'il faut qu'on le visite. Et on le visite comment? En disant c'est quoi cette profession? Comment elle fonctionne? Apparemment, si on aboutit le dispositif législatif qui est entrepris là, ça va être le seul exemple de quelque chose qui est à part. Il n'y a pas de raison. Moi j'ai dit, puisqu'on a visité tout le monde et des gens aussi honorables que les huissiers, les notaires, etc., il n'y a pas de raison qu'on ne se pose pas la question. Deuxièmement, on ne peut pas ne pas considérer que ça ne fonctionne pas dans les deux seuls sens qui s'imposent, la justice et l'accès à la justice pour nos concitoyens. Donc, moi, je pense qu'il faut poser ça. La solution qui est adoptée, elle est de les placer dans la même situation. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Je regrette de dire que le jour où on a accepté que les avocats au Conseil viennent devant les juridictions administratives, tribunal et cours d'appel, on a posé un problème que tous les avocats de France posent aujourd'hui. Et là, il y a une compétence nationale. Et quand les avocats au Conseil viennent devant un tribunal administratif ou une cour d'appel, je me permets de vous dire que le voyage, il a un certain poids. Il a un certain poids, y compris pour ceux qui sont juges. Parce que la qualité, l'instrument des avocats au Conseil, il est bien entendu pas celui qui est habitué au niveau des juridictions administratives qu'on appelle, surtout quand c'est le justiciable, et je me rappelle que c'est la règle, se présente tout seul. Donc on a des problèmes. Bon, moi je suis très heureux, et encore une fois Cécile, merci d'avoir eu ce pas. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on vote ce dispositif. Il est imparfait, on le sait, il va y avoir le travail volontaire. Jusqu'où va-t-on aller? Je n'en sais rien. Mais demain matin, quoi qu'il arrive, on aura enfin pris acte qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et c'est pour cela que je souhaite qu'on adopte ce dispositif. Merci, Monsieur Collet. Oui, je voudrais, Madame la Présidente, simplement rajouter de la part de quelqu'un qui est loin du sérail également, dire que pour moi, c'est le respect que nous devons à ces grands professionnels du droit que de les considérer avec le même respect et la même exemplarité que nous considérons l'ensemble des professions réglementées. Je dirais qu'on ne peut pas leur faire en quelque sorte cette négligence de ne pas voir qu'ils ont une position que je qualifierais de double, à la fois chargé d'une charge ministérielle et en même temps avocat, sans tarification pour une charge, ce qui est curieux, avocat devant les plus hautes juridictions, mais capable de défendre une cause partout en France, sur toutes les juridictions, ce qui leur donne une notoriété et qu'a très bien souligné Jean-Yves Le Bouillonnec. Donc, moi, sans être spécialiste, je dis que dans l'ordre judiciaire, qui est une vaste pyramide que nous respectons du haut en bas, il est logique que nous ayons la même rigueur, le même scrupule pour traiter l'ensemble des professions. Et je crois que mettre de côté le sommet de la pyramide, c'est traduire une forme de petite lâcheté intellectuelle dont, heureusement, l'initiative de Cécile Untermaier nous a délivré. Merci, mes chers collègues. Après cette discussion, je vous propose de mettre aux voix cette série d'amendements de suppression qui, je le rappelle,
Ah, pardon, monsieur le rapporteur. Excusez-moi. Monsieur le ministre, après. Merci, Madame la Présidente. Il me semble tout de même là qu'on peut se réjouir du fait qu'à l'occasion de cette rénovation de l'ensemble des professions réglementées, on n'ait pas oublié en effet d'aborder la situation d'un corps de métier, je vais le dire comme ça, qui est inchangé depuis la Restauration et qui aujourd'hui véritablement, et Cécile Untermaier l'a dit avec beaucoup de modestie et de justesse et de pertinence, fait que nous venons corriger au fond tout ce qu'un grand nombre de prédécesseurs n'ont pas osé faire parce que, au fond, c'est un sanctuaire, c'est un domaine réservé, un domaine où il convient dans l'entre-soi de ne pas trop aller. Moyennant quoi, ça a été rappelé, on est dans une situation de monopole, dans une situation de tarif libre, c'est-à-dire monopole plus tarif libre, et ensuite, oui, si vous préférez le terme d'oligopole, Monsieur Poisson, je veux bien le reprendre, et en tout cas, Monsieur Cherki a également très bien décrit cette situation. Et je voudrais dire à mon collègue Dolez, avec beaucoup d'amitié, que moi je sursaute assez vite intérieurement quand j'entends la notion de service public être à ce point travestie pour venir justifier qu'à un oligopole, aucune atteinte ne soit jamais portée. Nous ne défendons pas là le sort des cheminots. Nous ne défendons pas là le sort de toutes celles et tous ceux qui portent le service public. Nous défendons là une situation monopolistique à honoraires libres, qui, de surcroît, limite l'accès à d'autres à cette profession, et ceci depuis 1817. Alors, véritablement, je crois que l'on peut comprendre qu'un certain nombre de choses soient sacrées, doivent être en quelque sorte maintenues dans la durée, mais alors là, quand même, je trouve que ça fait beaucoup que d'utiliser cet attachement que nous avons au service public pour venir justifier que l'on ne touche ni au statut des avocats à la Cour de cassation, ni aux avocats auprès du Conseil d'État. Je dois vous dire que cela me paraît un tantinet étrange, mais enfin, après tout, l'étrangeté fait partie de ce monde. C'est pourquoi, évidemment, nous soutenons, et la Commission a soutenu, cette démarche parlementaire, car c'est quelque chose que nous avons ajouté, que nous avons souhaité enrichir dans le projet gouvernemental, et je vous invite sur tous les bancs à voter ce qui est un progrès, et disons-le clairement, une rupture sur un îlot de privilèges qui durait depuis plus de 200 ans. Monsieur le ministre, Monsieur Dolez a demandé la parole. Vous souhaitez intervenir tout de suite ou je donne Monsieur Dolez? Oui, je voudrais dire à Monsieur le rapporteur général que il ne peut pas travestir les propos que j'ai tenus. Non, absolument pas. Le compte-rendu va en faire état. Ah non, vous arrêtez tout de suite, hein, Monsieur le rapporteur. Ça ne va pas aller, je vous le dis. Non, vous dites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas à travestir mes propos. J'ai dit que l'enjeu de la discussion, ça n'était pas tel ou tel avantage de maintenir telle ou telle situation, que c'était le service public de la justice et que j'étais évidemment ouvert avec mon groupe à une évolution et à une réforme. Mais nous ne sommes pas ouverts à cette réforme-là parce que cette réforme-là, vous la placez sous la coupe de l'autorité de la concurrence. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Hein, ni plus, ni moins. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Il y a eu plusieurs arguments qui ont été apportés. Je ne reviendrai pas sur le fond, mais ils ont été bien apportés par la rapporteure générale et plusieurs parlementaires ici. Je ne répondrai pas à nouveau aux arguments sur l'autorité de la concurrence, parce que je crois, et sans travestir vos propos, Monsieur le député, qu'on ne place pas sous la mainmise de l'autorité de la concurrence, et il suffit en effet de lire le texte pour le comprendre. Non, mais en l'espèce, et tous ceux que j'ai écrits et que vous avez rédigés, et je lis le texte comme vous, Monsieur le député, j'ai au moins, et nous avons cette qualification commune, quand on le lit ensemble, c'est pas ce que j'appellerais de la mainmise. Ou alors vous avez une vision extensive de ce terme. Donc je pense qu'il faut collectivement qu'on ait plus de modération sur ce sujet-là, et je pense là que vos rapporteurs ont proposé une méthodologie qui reprend ce qui a été proposé par ailleurs.
Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ici qu'il y a, comme vous l'avez bien noté, monsieur le député Houillon, une cartographie ou quelques mécanismes que ce soit. Donc, parce que ça n'est pas le sujet, comme vous l'avez bien noté vous-même. Alors, sur l'indemnisation, moi, je vous invite là aussi, et c'est la discussion qu'on a eue, d'abord, il est prévu que l'ouverture soit progressive. Et vous savez bien que c'est ça le fondement. Il n'y a pas de monopole qui est cassé, parce que oui, il y a un monopole d'accès à la Cour de cassation et ou au Conseil d'État. Ce monopole n'est pas remis en cause comme il était proposé. C'était en effet une vision, je dirais, plus substantielle ou plus tectonique qui a été discutée, je crois, hier soir de mémoire par monsieur le député Cherki, mais qui était assumée, vous la qualifiez. Je dis que celle-ci pouvait conduire à des risques d'indemnisation, hein, nous en avons discuté, elle n'a pas été retenue. Ici, qu'est-ce qui est proposé? C'est d'ouvrir l'accès sans revenir sur le monopole et de l'ouvrir de manière progressive. Et vous savez comme moi que précisément ce caractère de progressivité est de nature à protéger, en tout cas à éviter qu'il y ait un risque d'indemnisation du fait de la loi. Et donc c'est pour ce faire que cette disposition a été inscrite et d'ailleurs que nous l'avons retenue sur les autres professions. Alors après, on a prévu, je dis on, mais vos rapporteurs ont prévu et la commission spéciale a adopté la possibilité qu'il y ait en effet des indemnisations entre professionnels lorsque la valeur patrimoniale est atteinte. Et vous savez bien que c'est un distinguo. Non, mais c'est un distinguo qui est très différent, et c'est celui que nous évoquions tout à l'heure. Et c'est celui qui existe, j'y reviens, dans certaines professions, à travers certains décrets, et vous le savez bien. Et ça n'a absolument pas la même base. Ça n'a absolument pas la même base. C'est au bout de X années, si un professionnel est en situation de montrer qu'il y a eu une perte de la valeur patrimoniale, et vous savez bien que ça ne se fait pas de cette façon, donc il n'y a rien ici de comparable, par exemple, à ce qui a été fait sur la réforme des avoués, qui à un moment a été cité en comparaison, puisqu'il faudrait, au bout de X années, qu'un professionnel puisse caractériser une perte de valeur patrimoniale, et à ce moment-là, il pourrait se retourner vers son jeune confrère qui s'est installé sans racheter la charge, pour être en situation de l'indemniser. Et donc, au pire, cela viendrait à compenser une perte de valeur patrimoniale dont le majorant, on le voit bien, serait l'achat de la charge initiale à laquelle il aurait dû procéder. Bon. Donc je crois qu'en effet, c'est exactement la même mécanique d'indemnisation que celle que nous avons discutée pour d'autres professions. Il me semble que l'ouverture ici proposée, elle est mesurée, elle ne fait pas courir de risques. Et ça, nous nous en sommes assurés à l'État en termes d'indemnisation. Et si c'est ça que vous vouliez m'entendre dire, je vous le dis. Et donc, une fois qu'on a tenu ce raisonnement avec certitude, à titre personnel, je tiens ici aussi à souligner le courage de vos rapporteurs et en particulier de Madame la députée Untermeyer, parce que nous n'avions pas eu cette audace et donc c'est avec une forme de jalousie que je reconnais bien volontiers qu'elle l'a eu à notre place. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, je vais donc maintenant mettre aux voix cette... Pardon, Monsieur Houillon. Et moi, je me suis manifesté un peu Mais je vous sur en le prie, tard. Monsieur Houillon, pas de problème. Merci. Monsieur le Ministre, je veux bien que vous cautionniez tout cela, mais ce qui me déçoit, c'est votre raisonnement. Car vous savez bien qu'il est inexact. Vous savez bien que ça n'est pas applicable. Et vous savez bien que ces juridictions-là, où l'une d'entre elles saisit le cas échéant d'un recours, vous donnera tort ou donnera tort à ce système. Quel est le système qui est prévu ? Oui, mais parce que c'est ce qui va se passer. Évidemment qu'ils vont vous donner tort. Mais bien entendu, lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, vous avez un compactage de 110 offices. Enfin, 60 en vérité, et 110 professionnels. Enfin bref, peu importe les chiffres, vous avez un compactage à Paris. Un office supplémentaire va s'installer. Lequel des autres va demander la réparation d'un préjudice? Mais tous, évidemment. Mais qui va subir? Qui va pouvoir dire qu'il subit plus qu'un autre un préjudice? À partir du moment où vous avez un volume global pour un nombre de professionnels global et où un tiers supplémentaire va venir, ou plusieurs vont venir s'insérer dans le dispositif, il va faire subir un préjudice à tous, bien évidemment. Et que le système que vous avez inventé pour les autres professions, avec lequel système nous ne sommes pas d'accord, mais enfin, on peut éventuellement suivre le raisonnement compliqué, mais ne peut pas
recevoir application ici. Alors bon, vous n'êtes pas convaincu, vous le verrez. C'est-à-dire, mais ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas comment vous pouvez raisonnablement soutenir ce type de raisonnement. Ça n'est absolument pas la même chose. Mais vous le verrez plus tard, puisque les juridictions, l'une d'entre elles ou le Conseil seront appelés à se prononcer là-dessus. Et c'est évident, on en reparlera lorsque les décisions en question seront rendues. Mais comme le disait mon collègue Poisson, je pense en réalité, Monsieur le Ministre, car vous nous avez habitués à un peu plus de précision et de raisonnement un peu plus élaboré. Je pense que la vérité, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cet amendement, mais que pour des raisons de bonne politesse à l'égard des rapporteurs de votre majorité, vous ne pouvez pas faire tellement autrement que de laisser passer un texte dont vous savez qu'il est impertinent sur le plan technique, et le Sénat en aura raison, et ça se passera de manière beaucoup plus feutrée ainsi. Je pense que c'est ça la vérité vraie. Alors, monsieur le rapporteur, puis monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Houillon, avec tout le respect que nous devons les uns aux autres, je trouve que l'expression de vos dons de voyance confine tout de même à la suffisance. Vous nous expliquez d'abord nous avons ça en commun, Monsieur Tian, l'insuffisance, je vous l'accorde. Je voudrais tout de même qu'on en prenne la mesure de ce qui vient de nous être dit. D'abord, il vient de nous être dit que si par extraordinaire, les amendements des rapporteurs portés par ma collègue Untermeier venaient à prospérer et que le gouvernement ne s'y oppose pas, c'était naturellement parce que le gouvernement ne pouvait guère faire autrement, mais que, entre gens de bonne compagnie, on pouvait le comprendre, et qu'il suffisait de s'en remettre dans un cadre feutré, je vous cite, à la sagesse de juridiction qui, entre elles, au fond, aurait la peau des propositions que nous faisons là. Cela veut dire juste que c'est l'expression d'un extraordinaire mépris à l'égard du travail du législateur, puisqu'au fond, ce que vous n'arrivez pas à combattre par le vote, par la démocratie, eh bien vous formulez le vœu tout simplement que cela soit battu en brèche ensuite par d'autres juridictions. Cela signifie, vous avez parlé de juridiction, cela signifie donc que je veux ici réaffirmer que nous sommes collectivement, et la commission spéciale a eu l'occasion de le dire, nous sommes très attachés à ces amendements-là, que ce texte, posons qu'il sera adopté ici, ira ensuite au Sénat, en effet, qu'il en reviendra, que nous serons à nouveau aux soins de ce texte et que nous serons fidèles, y compris sur ce point, aux soins que nous voulons lui apporter, et qu'ensuite, la CMP y compris, et qu'ensuite, en tout cas, nous ne parions pas, nous, sur le fait que le travail de l'Assemblée nationale doivent avoir au fond comme seul devenir de trouver la censure auprès de juridictions. C'est en tout cas pas l'esprit dans lequel nous travaillons, et je veux dire toute notre solidarité à ce projet et de faire avancer précisément, et le gouvernement en est d'accord parce qu'il en est d'accord et pas simplement parce qu'il voudrait nous convenir. Limiter cela à des conventions de politesse est tout de même une manière de combattre ce que nous proposons qui, disons-le autrement, n'est pas extraordinairement agréable. Ministre. Oui, moi je ne reviens pas sur les interprétations psychologiques de monsieur le député en ce qui me concerne, parce que je garde ma psychologie pour moi. Je veux simplement revenir, si vous considérez que j'ai manqué de précision, je trouve que là, vous avez mis en cause mon honnêteté intellectuelle et même professionnelle. Donc, précision, il y a eu, vous m'avez interrogé sur les mécanismes d'indemnisation. Je vous dis qu'il n'y a pas d'indemnisation
du fait de la loi par l'État dans le dispositif qui est prévu. Parce qu'il n'y a pas remise en cause du monopole et parce qu'il y a ouverture progressive telle que rédigée dans le texte. Ensuite, il y a un mécanisme, mais manifestement, vous n'avez pas voulu voir ce qu'il y avait dans les articles précédents comme dans celui-ci, entre les professionnels. La valeur patrimoniale, monsieur le député, ça ne consiste pas à se réveiller un bon matin et à décider qu'on va demander au nouvel installé de vous indemniser. Elle doit se constater, elle doit être prouvée par le professionnel, elle doit être qualifiée sur le plan patrimonial. Et il a jusqu'à 6 ans pour le faire. Et vous savez bien que la jurisprudence encadre précisément un tel sujet. Et donc non, le cas très théorique que vous avez évoqué, il est peu probable. Il faudrait que, dans les 6 années qui suivent, un professionnel qui, vendant sa charge, puisse prouver qu'il a eu une perte substantielle de la valeur patrimoniale de cette dernière pour demander compensation. Et donc on ne va pas avoir un réveil du jour au lendemain, mais c'est défini. Il y a eu une jurisprudence, il y a eu de longs débats au Conseil d'État sur ce sujet. Et donc oui, ce serait dans ce cas précis la valeur patrimoniale qui pourrait être compensée par le professionnel. Ça n'est pas le cas que vous avez décrit, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est à déterminer par le dit professionnel. Et ça prendra beaucoup plus de temps. En tout cas, pour ce qui est de l'État, il n'y a pas de risque d'indemnisation. Et c'est bien ça la question à laquelle je me dois de répondre dans le cas précis. Je vous remercie. Je vais donc cette fois-ci mettre aux voix cette série d'amendements qui, je le rappelle, font l'objet d'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour cette série d'amendements? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés.